Bonjour, chers bénévoles d'Albatros et bénévoles de partout ailleurs également. Dans les moments qui vont suivre, nous allons nous pencher sur une question qui est assez mal comprise du public. Et cette question, c'est la question de la sédation palliative. C'est un mot un peu compliqué. Alors nous voudrions débrouiller pour vous. Qu'est-ce que c'est que la sédation palliative? Et pour discuter de la sédation palliative, ce que c'est, nous avons le plaisir d'avoir ce matin avec nous le docteur Christiane Martel. C'est la directrice médicale de la maison Victor Gadebois. Bonjour Christiane. Bonjour Patrick. Merci de votre disponibilité. Merci de l'invitation. Alors, on rentre dans un sujet un petit peu compliqué parce qu'il y a des côtés très techniques. Le grand public n'a pas besoin de rentrer dans des sujets très techniques, mais il a besoin de comprendre ce que c'est, pourquoi on fait ça, comment on fait ça, quelle différence avec l'aide médicale à mourir, et est-ce que c'est une troisième voie? Et pourquoi est-ce qu'il sait ça? Parce qu'il a vu dans les journaux une grande dame du Québec arriver dans un hôpital demander un soin qui est ce soin de sédation palliative et ne pas l'obtenir. Il a vu dans les journaux notre ancienne présidente de la Fédération des spécialistes parler avec beaucoup de conviction de l'utilité de cette sédation palliative et il voit là une espèce de troisième voie pour mourir entre les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Donc, c'est un peu compliqué pour lui de comprendre. Alors, si on faisait un peu de clarté dans tout ça. D'abord, définissons, mais qu'est-ce que c'est que la sédation palliative? Mais la sédation palliative, l'objectif de la sédation palliative, c'est le soulagement d'abord. C'est de soulager quelqu'un d'une situation clinique extrême, réfractaire à d'autres soins qu'on a tentés. Donc, ce qu'on veut, c'est un soulagement d'une condition clinique qui est réfractaire, qui est difficile à contrôler, autrement que par l'induction du sommeil. Donc, sédation veut dire endormir finalement. On veut rendre la personne moins consciente ou totalement inconsciente de la condition de souffrance qu'elle vit. Ça peut être une souffrance physique, mais ça peut aussi être une souffrance psychologique ou même qu'on dit existentielle. Donc, c'est un acte médical, c'est un acte clinique qui est posé pour soulager quelqu'un. Au fond, vous ne pouvez plus vivre ce que vous vivez, ça vous est absolument insupportable. Je peux vous aider. Je vais vous endormir comme à la salle d'opération et là, vous ne serez plus conscient de ce moment difficile à vivre. Et donc, c'est un geste qui est un geste de réponse à une souffrance souvent aiguë, oui, souvent impossible à contrôler autrement. Oui. Et cette sédation palliative, c'est donc vous, le médecin, qui l'a proposé? En fait, ça peut arriver de deux façons. Ça peut arriver du patient, de la personne qui est dans un état de souffrance, qui va nous dire, dans une conversation, « Je n'en peux plus. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour me soulager? » On a essayé les médicaments pour la douleur, on a essayé toutes sortes d'approches, par exemple, et j'arrive pas à être bien. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose de plus? Ou des gens vont nous dire, « Moi, je veux dormir, j'en peux plus. Je veux juste dormir. Je dors déjà beaucoup naturellement, mais je voudrais dormir tout le temps. » Donc, ça peut venir d'une demande de la personne qui est en souffrance. Et parfois, en situation d'urgence, ça peut être vraiment une décision médicale. Par exemple, quelqu'un qui est ce qu'on appelle en délirium, donc qui est dans un état de confusion aiguë, qui va être agité, qui va se lever alors qu'il n'y a plus de force dans ses jambes, qui va retirer ses papillons qu'on appelle, qui reçoit la médication. Donc, médicalement, on peut prendre la décision que là, il y a une situation aiguë d'urgence, on endort la personne. Ça ne peut pas venir d'une tierce personne, par exemple du conjoint ou de la fille qui dit « Moi, je considère que mon père ne va pas bien, je voudrais que vous l'endormiez. » C'est sûr que quand cette phrase-là arrive, on va l'entendre, on va l'écouter, on va prendre le temps de faire une conversation et
peut-être d'aller parler à la personne qui est concernée. Mais c'est jamais un geste qui va se faire sans le consentement de la personne qui est en souffrance ou sans la décision médicale si on est en situation d'urgence. Alors, au fond, la sédation palliative, ça devient une solution un peu de dernier recours, où on ne peut pas tolérer ce qui se passe maintenant. On trouve une solution pour que le malade ne soit plus souffrant, et nous allons l'endormir. Le but est donc ici, quelque part, de lui faire perdre conscience, de lui faire perdre quelquefois complètement, quelquefois un peu moins complètement, et ça ici, peut-être qu'on devrait le préciser. Au fond, la sédation, en médecine, ce n'est pas pour faire perdre conscience. Je fais une crise de claustrophobie dans l'avion, on me donne une petite pilule de calmant et cela va m'aider à finir le voyage. C'est une sédation. Avec la somnolence. Avec un peu de somnolence, mais il n'y a aucune visée d'inconscience. Exact. Alors qu'il y en a d'autres où il y a de la visée d'inconscience. Et dans les sédations avec visée d'inconscience, il y en a qui se passent tout à fait en dehors des soins palliatifs. C'est un geste que l'on voit aux soins intensifs. Par exemple, quelqu'un extrêmement malade, on l'endort parce que le cerveau utilise tellement d'énergie que si on n'endormait pas, 3 semaines après, il ne pourrait plus marcher. Alors, on le met en sommeil artificiel, en coma artificiel pour un certain temps. Ce n'est pas un geste qui amène la mort, c'est un geste qui va permettre la survie. Est-ce que le geste en soins palliatifs amène la mort, lui? Pas plus qu'aux soins intensifs. La même chose. La seule différence, c'est que quand on fait de la sédation palliative en fin de vie, bien souvent la personne est rendue à la fin de sa vie. Donc, on va induire un sommeil pharmacologique pour les derniers jours de la vie, parfois une semaine. C'est très rare que c'est plus qu'une semaine. Mais oui, la personne arrive à la fin de sa vie, mais pas parce qu'on lui a donné des médicaments qui arrêtent son cœur ou sa respiration, mais parce qu'on a donné une médication pour dormir jusqu'à ce que la maladie soit rendue à la fin. Donc souvent, c'est ça qui amène à... Elle va mourir dans son sommeil des causes naturelles de son décès. C'est ça. Et on accepte que la vie est une fin, mais au lieu qu'elle se fasse dans un coma naturel, elle se fait dans un coma qui a été initié peut-être avant le coma naturel, et peut-être que quand elle décède, il y a à la fois un coma pharmacologique et un coma naturel qui coexistent. C'est donc une fin qui est plus calme et qui est également probablement beaucoup plus douce pour la famille, qui trouverait très pénible que ce soit autrement. C'est plus doux pour les familles souvent parce que, surtout dans une maison de soins palliatifs, dans une unité de soins palliatifs, les proches sont accompagnés. Donc, le patient qui dort va continuer à être visité régulièrement par son infirmière, visité quotidiennement par le médecin. Les dialogues avec la famille, les explications de ce qui se passe, moi j'appelle ça le détachement progressif, se fait accompagner. Donc oui, souvent, c'est le choix de certaines personnes que de partir doucement dans leur sommeil. La seule indication de ce qu'on appelle la sédation qui va être jusqu'au décès, c'est qu'on doit être en présence d'une maladie grave avancée. La personne doit être sur le chemin de la fin de sa vie. On ne va pas faire une sédation continue pour endormir quelqu'un s'il lui reste 6, 8, 10 mois de vie estimés. Donc, c'est une procédure, en fait, c'est un processus qui se fait sur le chemin de la toute fin de la vie. Au fond, la sédation fait partie des soins. C'est un soin palliatif depuis toujours. Voilà, c'est un soin. Or, les soins, c'est un ensemble d'activités. Il y a des médicaments, il y a des rayons, il y a des ci, il y a des ça qui font partie des soins. Et les gens peuvent souhaiter avoir des soins, mais ne peuvent pas les exiger parce qu'il faut que les conditions réunies soient là pour obtenir de tels soins. On pourrait très bien penser que des gens veulent une sédation palliative alors que ce n'est pas médicalement possible. Et donc, jusqu'à un certain point, il va falloir avoir un dialogue avec ces personnes pour qu'elles comprennent que la sédation palliative, ce n'est pas comme l'aide médicale à mourir où si vous avez rencontré les critères, vous y avez droit. La sédation palliative,
vous pouvez en jouir, en avoir les bénéfices si vous en avez besoin. Et il y a donc une réflexion sur l'équipe de soins sur ce qui est approprié ou non. C'est surtout lorsqu'on parle de sédation palliative, Terminale. profonde, continue. Oui. Une sédation palliative profonde et continue, c'est une sédation qui est très bien encadrée, qui a des critères d'inclusion. L'Institut national en santé et sécurité a fait des protocoles nationaux, donc on est encadré pour cette procédure-là. On peut faire de la sédation intermittente ou proportionnée aux symptômes de la personne sans objectif de sommeil profond jusqu'au décès. Cette sédation-là est une sédation qui peut être faite, comme moi j'ai des patients que je suis depuis plus d'1 an, mais qui ont des essoufflements très difficiles et qui par période, l'essoufflement devient très important, de la difficulté à respirer. Ils peuvent, à leur choix, c'est prescrit, prendre une sédation intermittente, dormir quelques heures parce que ça fait 20 minutes qu'ils sont à bout de souffle. Et cette sédation-là, qui est proportionnée aux symptômes, peut enlever la conscience ou pas, mais de façon temporaire. Celle-là n'est pas obligée à être sur une trajectoire de toute fin de vie. C'est la différence. On comprend que la trajectoire de toute fin de vie soit incluse dans les lois qui définit les soins de fin de vie. La sédation est là, on doit la rapporter, alors que l'autre, c'est tout à fait autre chose. Tout à fait. Elle peut être aussi le résultat d'un inconfort aigu qui vient de se produire. Quelqu'un qui vient de saigner, par exemple, ou quelqu'un qui a un inconfort ou une douleur aiguë qu'on n'arrive pas à contrôler. Un geste de sédation. Ça, c'est de la sédation, mais ça n'est pas de la sédation palliative continue, terminale, et qui va être gardée. Et donc, on peut réveiller ces personnes-là. Oui, tout à Les fait. gens qui reçoivent une sédation on est susceptible de les réveiller. Tout à fait. Et quelquefois, si l'objectif de soins n'est pas de les endormir jusqu'à leur décès, si ce n'est pas l'objectif de soins, oui, tout à fait. Ils peuvent avoir de la médication pour temporairement, pour apaiser. Et aussi, dans cette médication-là, ce qu'on nomme pas souvent, c'est qu'il y a quelque chose dans ça qui crée une amnésie du symptôme, de la douleur. Donc, une personne qui fait une crise de douleur, par exemple, et que je n'arrive pas à soulager juste avec des analgésiques, je peux donner une médication qui va la faire dormir temporairement, mais à son réveil, elle va avoir oublié l'intensité de la douleur. Parce qu'on sait que la mémoire de la douleur très sévère peut créer une anxiété anticipée de retrouver cette douleur-là le lendemain ou le surlendemain. Donc, dans la sédation proportionnée aux symptômes, intermittente, il y a aussi cet objectif-là de ne plus se souvenir du symptôme qui a été très difficile. Étouffer pour un moment, c'est pas très agréable et on souhaite ne pas s'en rappeler. Absolument. Donc, la sédation va être, dans un moment comme ça, très appropriée pour la personne. Et vous comprenez ici, chers bénévoles, que cette sédation temporaire, qui peut être d'ailleurs répétée à quelques moments dans certaines conditions, c'est très, très différent de la sédation palliative. Et cette sédation palliative dont on regarde ici comme une manœuvre tout à fait de fin de vie que l'on peut demander. C'est donc un peu plus compliqué, la sédation palliative. Il faut un contexte qui est un contexte approprié. Et vous nous disiez qu'on endort les gens en général pour moins de 10 jours. C'est donc impensable de penser qu'on puisse 3 mois avant demander d'être endormi jusqu'à la fin de 6 jours. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Parce que dans le protocole, puis dans les indications de cette sédation-là, le pronostic de la maladie doit être établi. On doit, sans dire il nous reste 4 jours, on n'est pas obligé d'être précis à ce point-là, mais le pronostic d'une fin de vie qui est engagée, on doit le voir médicalement, on doit voir que la personne est déjà dans un déclin fonctionnel. Elle mange déjà beaucoup moins. Elle s'hydrate déjà beaucoup moins, ce qui est un parcours naturel de la fin de la vie. Elle commence déjà à dormir plus dans ses journées. Donc, on est sur un parcours où elle est déjà en direction de la fin de sa vie. On doit avoir ces critères-là pour pouvoir endormir quelqu'un. Et la deuxième chose qui est très importante dans ce contexte-là, c'est le consentement.
Donc, médicalement, on a un document à faire signer par la personne qui va être endormie. Si elle ne peut pas signer, c'est possible qu'un tiers autorisé puisse le faire. Et on peut même avoir un consentement substitué dans ces situations-là. Conjoint est confus, agité, il ne peut absolument pas prendre la décision éclairée d'être endormi ou pas, mais médicalement, on sait qu'on n'a pas d'autre option. Le conjoint peut signer par consentement substitué ce document-là. Ce qui ne peut pas être fait dans d'autres circonstances. Mais là, dans cette situation-là, pronostic engagé, symptômes compliqués, il peut y avoir un consentement substitué. Quand on conçoit des soins, quelquefois on conçoit des soins aigus qui n'étaient pas prévus. Tout à fait. Ça fait partie du consentement général. Le consentement n'est pas point par point, il est général. Est-ce que je comprends bien, dans ce que vous avez dit, qu'il n'y a pas de visée euthanasique dans la sédation? Il n'y a pas d'objectif de terminer la vie avec cette médication-là, parce que c'est des médicaments qui agissent sur la conscience. Tous les médicaments qui sont donnés en sédation n'ont pas d'effet sur le centre respiratoire, ne créent pas d'arrêt cardiaque. Donc, on place la personne dans un coma pharmacologique, donc dans un sommeil profond qui n'agit pas sur les fonctions vitales. La personne va décéder, comme on disait tout à l'heure, à la fin de sa vie. Alors, cher bénévole, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi certains patients sont placés en sédation. Il n'y a peut-être pas d'autres bonnes réponses à leur situation. Et si on ne les réveille pas, c'est parce qu'en les réveillant, on les mettrait dans la situation insupportable où ils étaient avant de les endormir. Et donc, on choisit, évidemment avec le consentement de la famille, le consentement général qui a été obtenu, de les garder jusqu'à la fin de leur vie endormis. C'est tout à fait une réponse appropriée, proportionnée, humaine, et qui va permettre à quelqu'un de partir dans le confort plutôt que dans la misère. On peut même, je pense, avoir des prescriptions au cas où quelque chose se passe, ce qu'on appelle quelquefois les protocoles. Que de fois je vois de gens qui vont dire on lui a donné le protocole puis il est mort. Et ils font un lien entre l'un et l'autre, alors qu'au fond, il est en train de mourir et le protocole l'a aidé à ne pas mourir dans la détresse. La sédation palliative est donc quelque chose qui fait partie des soins palliatifs depuis toujours. Il n'y a pas de nouveauté. Et pourtant, c'est un soin qui est mal connu. Alors, j'espère que cette conversation d'aujourd'hui, merci Christiane, Ça fait plaisir. nous aura permis de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Merci.